vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas dans la plaine de la Mitidja en Algérie, encore moins dans les Aurès ou en Kabylie, mais bel et bien en Nouvelle-Calédonie et plus précisément à Bourail. Mais que se cache-t-il derrière ces images et graffitis qui ornent l'enceinte de la mairie? Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Pierre Taillé-Baïfa, premier magistrat de la ville et descendant d'Algériens. Parce qu'il remplace M. Hugon et puis on lui a envoyé un courrier en lui disant que eux nous ont envoyé un courrier en disant qu'il ne ferait plus aucune prestation. Cette ligne qui passe à travers le terrain, elle va être certainement supprimée. Donc on va avoir la maison de retraite ici, pas que la maison de retraite. Ok, on va faire ça. On va faire ça, c'est la rouge. Ok. Et puis la maison de retraite ici. Normalement. Concernant les descendants des Arabes en Nouvelle-Calédonie, Algériens, Tunisiens, Marocains, nous sommes plusieurs milliers. Milliers, pourquoi? Parce qu'il y a 5 générations. Le premier Arabe arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'est 1864. Jusqu'à 1867, il y a quelques centaines d'Arabes qui rentrent. Ensuite, il y a un arrêt et ça repart en 1870. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des recherches généalogiques. Et entre autres, des Kanaks. Des Kanaks du Nord, des Kanaks de Bourail qui ont fait des recherches généalogiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelque part, nos vieux célibataires arabes qui étaient restés célibataires, qui sillonnaient la côte avec les tours de côte, donc avec les bateaux qui approvisionnaient des coins comme Puebo-Pitou, eh bien, ils ont quelque part laissé leurs graines. Nous, les chiffres qu'on avance, certainement entre 15 et 20 000. Parce que si on regarde des familles, quand on regroupe des familles, par exemple, quand on prend les familles Miloud, vous rentrez chez les Kanaks. La première, Madame Miloud, était une Kanak. C'est des très grandes familles. Donc c'est difficile à donner un chiffre, mais quand on dit le chiffre de 15 à 20 000 descendants d'Algériens, première jusqu'à la 3e, 4e génération, voire 5e génération, parce qu'il y a des 5e générations maintenant, on ne se trompe pas. T'as vu en Algérie comment ils font pour manger ça là? T'es folle. Ils font comme ça là, flac. Il n'y a pas une goutte qui tombe par terre, ils font des boulettes. Halima Abdelkader est issue d'un couple franco-algérien. Fière de sa double origine, elle perpétue les traditions du pays de ses ancêtres, comme la préparation du couscous. Halima porte également en elle la mémoire et les souffrances d'une communauté arabe, devenue calédonienne bien malgré elle. Et après, en dernier, il faut la travailler à la matière grasse. Mais quand vous avez fini, si vous la jetez, normalement, elle doit partir en pluie, sans grumeaux, sans rien, si elle a bien été travaillée. Parce qu'ils ont été transportés ici, qu'ils aient fait des crimes, des délits, ou pas des crimes, des délits, on aurait très bien pu les laisser faire leur prison dans leur pays. Non. Tout ça pourquoi? Pour les faire colonisateurs de la Nouvelle-Calédonie. Apatrides, pas d'identité, pas de famille, pas de culture, pas de liberté, sévices, brimades. Ils n'avaient plus rien. Et après, pour la culture, ils ont été plongés dans la culture française ou mélanésienne, parce qu'ici, il n'y avait que ça. Mes grands-mères, moi, c'est des métropolitaines. Il n'y avait pas de femmes arabes. Ils sont arrivés avec leur djellaba ou leur burnous ou je ne sais quoi. On les a habillés avec des costumes de chapeau de paille. Une fois que le burnous était usé, ils n'en avaient plus. Hein? Les chants, le langage, tout ça, ils n'avaient plus rien. Parce que la langue, entre eux, ils se réunissaient, ils parlaient jusqu'à 1h du matin et tout. Une fois qu'ils étaient libérés, ils parlaient entre eux. Mais après, dans la société, avec qui voulez-vous qu'ils communiquent? C'était le français ou même ça aurait été la langue kanak. Mais ils ne pouvaient pas avec leurs femmes. Comment voulez-vous qu'ils parlent en arabe? Les femmes, elles parlaient français. Alors après, ils se faisaient des petits groupes. Moi, je me souviens, mon père, avec mes oncles et tout, là, jusqu'à minuit, 1h du matin, ils faisaient leur plein de langage et tout. Mais sinon, ils n'avaient plus rien. Mais il faut transporter ça à l'époque, quoi. C'est pour ça que ça me fait mal, parce que je me dis, on est tellement vivre de la misère que c'est pas possible. C'est impossible. Puis plus on avance en âge et plus ça fait mal, en fait. Parce que quand j'étais jeune, je ne me posais pas de questions. Mais maintenant que j'avance en âge, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dû vivre comme misère, comme... C'est fou, c'est impensable. C'est inhumain de faire vivre ça à des gens. Vous allez pouvoir aller. Alors Bourail, ville arabe, c'est sûr.
Ici, le cheval est roi. Et qui dit cheval chez les Berbères dit fantasia, galops effrénés, coups de fusil et you-you bien sûr. Bourail l'arabe, Bourail la berbère, Bourail ville aux 100 visages, Bourail la métisse. Qui peut mieux en parler que Christophe Sand, anthropologue calédonien aux multiples ascendances. On l'appelait la vallée du malheur, ça dit tout. Les gens ici survivaient plus qu'ils ne vivaient. Et donc c'est créé une espèce de bulle ici avec le maintien des traditions. Quand vous êtes dans une situation de survie, en fait, il faut bien vous rattacher à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de se construire sur cette survie une légitimité d'une part, et puis une fierté pour aller de l'avant. Allons plus loin du côté de Nessadiou, village situé non loin de Bourail et berceau de sa communauté arabo-musulmane. Là, au pied des collines environnantes, il y a cette mosquée qui s'ouvre sur la vallée. Imaginez donc une mosquée en pleine brousse. C'est la fierté de Yael Boufenech, conseiller à l'emploi dans le civil et imam à ses heures. La mosquée de Bourail, elle a été construite en 1996 et elle a été ouverte en 1998. Avant que la mosquée soit construite, donc on priait dans le local près du cimetière, où il y a une salle là où on fait les coutumes, là où on organise notre vie communautaire. La communauté musulmane de Bourail, chacun en fait suit un peu à sa manière, hein. Il y en a qui suivent la religion un peu plus, on va dire, dans les dogmes, et d'autres qui sont simplement croyants et qui participent à la vie communautaire sur Bourail, mais qui ne sont pas forcément très pratiquants. Mais tout le monde se retrouve dans cette communauté autour de la mosquée en fait. Tous les jours, Daniela se rend à la mosquée pour nettoyer les espaces de prière des fidèles. Née catholique, elle est devenue musulmane. Sa conversion est l'aboutissement d'une quête spirituelle, mais surtout d'une quête identitaire. Même que je me suis convertie, je garde toujours le même prénom. Et tout le monde m'appelle par mon prénom Daniela, quoi, ça ne change pas. Et en 2009, avant de partir faire mon pèlerinage à la Mecque, c'est là que j'ai commencé à porter le foulard. Mais bon, c'est moi qui a décidé, qui a pris cette décision, et puis je l'assume complètement. Mes origines sont algériennes, et mes grands-parents, mes parents, ils étaient non pratiquants. Parce qu'il n'y avait personne, au fait, quand ils sont arrivés ici, qui pouvait leur apprendre sur la religion et tout. Quand j'étais petite, j'étais baptisée, j'étais catholique. Et après, quand je me suis mariée avec mon mari en 2005, lui, il était... chez eux, ils sont tous musulmans. Et puis, bon, après, avec les années et tout, je participais au sadaka, au cimetière. Je suivais comme lui, quoi, un peu les coutumes, tout ce qui était traditionnel. Après, la mosquée, elle s'est faite. On a une imam qui venait sur Bourail. Et mon fils, il faisait un peu le ramadan. Et puis c'est là qu'après moi, j'ai commencé à faire comme eux, quoi. Et je me suis sentie bien dans cette religion. Cette quête identitaire, si caractéristique de l'islam bouraillé, nous la retrouvons également dans l'apprentissage du Coran et de la langue arabe, qui fait de plus en plus d'adeptes. C'est ainsi que dans une pièce attenante à la mosquée, un imam venu spécialement de Nouméa apprend aux jeunes musulmans à réciter les sourates et les hadiths.
À part sur Nessadiou, où c'est maintenu, encore une fois, à cause de cet isolement, un islam du terroir, c'est-à-dire des bribes d'islam. Quelques familles ont entretenu sur 3 générations ces bribes d'islam, et puis avec la modernité, ces bribes d'islam ont pu se reconstituer. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes ont fait le choix d'embrasser la religion musulmane au cours des 20 dernières années par, j'allais dire, un retour identitaire. Mais ce que l'on retrouve beaucoup plus, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est pas tellement comment j'allais dire, de devenir musulman, mais en fait de pratiquer un certain nombre de rites ou de respecter un certain nombre de traditions, par exemple le ramadan, en souvenir de l'ancêtre.